Les inclusions-exclusions, c'est relativement standard. Je vous rappelle que pour rentrer dans l'étude, vous deviez avoir un minimum de 80 mg de la 6 Peros. Donc, ce n'est pas le patient qui rentrait avec un petit 20 mg. Dose maximale de 240 ou l'équivalent. Il fallait les identifier rapidement là, dans les premiers 24 heures pour être bien sûr d'avoir le bénéfice maximal. En termes de baseline, c'est une baseline relativement caractéristique. Ici, uniquement les patients, là, des patients avec haute dose de diurétique, on ne se surprend pas. Hein, des patients, 74 % étaient déjà venus nous voir dans la dernière année. C'est vraiment les patients qui viennent souvent nous voir. Regardez la pénétrance de fibrillation auriculaire ici, regardez la pénétrance de diabète. C'est vraiment des patients plus difficiles, plus réfractaires à notre traitement. L'autre point important, le sodium, hein, c'est des patients réfractaires à haute dose de diurétique. On parle souvent d'hyponatrémie. Hein. Je vous rappelle que les études d'hyponatrémie sont en difficulté. On reconnaît beaucoup moins l'hyponatrémie. Je ne sais pas si c'est le fait que vous, les diététiciennes, limitez un peu plus le sel, que nous, on fait plus attention avec nos modulateurs du système rénine, où on les voit beaucoup moins avec une hyponatrémie. L'autre chose, regardez la NT-proBNP, les patients sont malades. Donc, première hypothèse, à la dose usuelle du patient, en infusion aux 12 heures ou en infusion continue, donc c'est l'échelle visuelle que je vous parlais tantôt, aucune différence significative, donc pas d'amélioration de la symptomatologie du patient selon l'approche Q12R ou en perfusion continue. Si vous prenez les doses, les petites doses versus les hautes doses, borderline, mais encore une fois, pas de différence significative. Changement de la créatine, bien entendu. Si vous prenez une haute dose, il y a plus d'interférence rénale, puis on sait que l'interférence rénale elle est associée à la morbidité et à la mortalité, donc il y a un prix à payer à utiliser les plus fortes doses. Donc, faire attention à ça. De façon intéressante, pas de différence significative, mais une petite hausse avec l'infusion continue, un peu curieux, mais je vous rappelle, la valeur de P n'est pas significative. Donc, si vous regardez ça, en termes, les endpoints secondaires entre Q12R et continu, si vous prenez le changement de poids, parce que c'est une façon de mesurer notre efficacité, 8,1 livres contre 6,8, c'est pas de différence significative. Bref, dans les paramètres que je vous présente ici, incluant l'NT-proBNP, pas de différence significative. Je vous rappelle que ce n'est pas une étude pour ça non plus. Mais les patients qui sont exempts d'insuffisance cardiaque à 72 heures, 11 contre 18, une valeur de P qui est borderline, changement d'NT-proBNP à 1800 contre 1100, un P qui est borderline, et vous voyez, encore une fois, pas de différence, uniquement pour les changements de poids. Pour ce qui est de la kératinine, comme je vous le disais, il y a un changement qui est aigu, mais qui semble se balancer en chronique. La cystaline C, qui est une autre façon de mesurer la dysfonction rénale, des comportements qui sont relativement similaires. Les patients qui détériorent leur fonction rénale, une augmentation de 0,03 ou 0,04 de leur créatinine, vous le voyez, c'est progressif. Donc, c'est quelque chose qui apparaît en cours de traitement et même après la période de randomisation, puis il y a toujours un prix à payer un peu plus pour les hautes doses. Essentiellement, on veut deux choses. Oui, on veut que notre patient soit mieux, respire mieux, se sente mieux. Mais comme clinicien, comme administrateur d'hôpital, ce qu'on va regarder, puis comme patient probablement aussi, c'est est-ce que je vais revenir, est-ce que je vais être décédé, est-ce que je vais revenir à l'hôpital ou je vais revenir à la salle d'urgence, un paramètre important, un paramètre pharmaco-économique de cette approche-là. Donc, si vous voyez ici, en infusion continue aux 12 heures, pas de différence significative, que vous preniez une haute et une basse dose. Pas de différence significative, mais peut-être une petite tendance à la baisse pour la haute dose. Bref, une étude qui est intéressante. Probablement qu'il manquait de puissance quand on regarde la proposition initiale, elle manquait peut-être de puissance, mais chose certaine, c'est que ça vous laisse sur votre appétit. Ça ne vous dit pas plus ce qu'il faut faire en termes de réponse. Je vous rappelle que ce n'est pas une étude qui avait la puissance pour détecter une différence en termes d'événements. Et bref, on reste un peu sur notre appétit avec cette étude-là, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile de moduler le traitement à la phase aiguë de l'infarctus, puis ça nous ramène encore au principe qu'on a de la difficulté à bien comprendre comment approcher ces patients-là. Je vous rappelle que c'est quand même un événement important pour vos patients, une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est entre 8 et 11 % de mortalité dans la plupart de la littérature à l'hôpital, sinon une mortalité dans la première année qui peut aller jusqu'à 44 %. C'est vraiment un échec de notre traitement lorsqu'il arrive à l'hôpital. L'étude Stitch, je ne la reverrai pas au complet avec vous, c'est une étude qui est complexe. Peut-être qu'on y viendra à la période de questions parce qu'elle est complexe. Essentiellement, ce qu'on veut savoir, vous avez une insuffisance cardiaque, vous avez besoin de pontage, devriez-vous avoir un pontage ou en plus un changement d'architecture de votre ventricule, donc un phénomène de remodelage ventriculaire chirurgical. Donc, vous avez 1000 patients qui ont été randomisés sur 4 ans avec une dysfonction ventriculaire gauche, bien entendu, une maladie coronarienne et un déficit cinétique important de la paroi antérieure qui vous amènerait donc favorable à un remodelage ventriculaire, à un changement d'architecture. Vous les randomisez à pontage seul versus pontage plus changement d'architecture, puis vous allez les suivre
pendant une longue période pour voir ce qui se passe. L'hypothèse, bien entendu, c'est de dire que le remodelage, ça va être bien meilleur. Compte tenu que vos patients ne sont pas tous semblables, vous allez les choisir, vous allez les dichotomiser selon le volume ventriculaire. Le volume ventriculaire prédit la morbidité et la mortalité à long terme, pas à court terme cependant. Donc, petit ventricule, moins de 60, on dit petit ventricule, il est déjà anormal, je vous le rappelle. 60 à 90, plus grand que 90 ml. Je vous rappelle, pas 90 ml, 90 ml par mètre carré. Donc, c'est un volume indexé des très, très gros ventricules. Donc, vous avez 3 groupes de patients, 161 patients dans votre groupe, on va dire, de gros petits ventricules. De moyens, il y en a 200, puis de très gros, vous en avez 224, des patients qui sont relativement bien balancés, mais c'est par chance uniquement. Donc, on les voit ici, préopératoire et post-opératoire. Vous êtes dans le groupe de patients avec les ventricules les plus petits à moins de 60. Pas de différence significative entre le pré et le post-op dans le groupe pontage. Puis regardez ici dans le groupe remodelage ventriculaire en termes de volume. Donc, on tente de modifier l'architecture. Je ne sais pas si on a modifié l'architecture, mais on n'a pas modifié le volume du ventricule. Aucune différence. Bref, c'est difficile quand le ventricule est petit de faire mieux. Vous comprenez très bien qu'il y a un risque à faire du remodelage quand le ventricule est petit, c'est de créer un ventricule restrictif trop petit. Fait qu'il y a une limite à ce qu'on peut enlever en termes de masse ventriculaire. Si vous prenez vos ventricules intermédiaires, moins 3 ml avec le patient post-pontage, moins 17 ml avec le patient post-pontage avec remodelage. Ici, un bénéfice en faveur du remodelage lorsque le ventricule est intermédiaire. Puis si vous le voyez ici, un bénéfice qui est encore plus grand. Regardez la valeur de diminution de 33 avec le remodelage ventriculaire. Je vous demande une attention particulière cependant. Il y a une diminution de 18 ml par mètre carré également avec le pontage. Donc, le pontage est capable, sans enlever du ventricule, à remodeler favorablement. Donc, quand on dit que revasculariser, c'est bon, on voit ici en particulier sur les ventricules plus gros un remodelage positif. C'est un remodelage négatif, une diminution du volume, même dans le groupe pontage. La différence entre les deux groupes est cependant significative. Ici, ça vous résume un petit peu tout ça. Essentiellement, vous parlez de volume, on parle aussi de fonction. Si vous prenez votre petit groupe 37 à 38 dans le bras pontage, 28 à 31, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Dans le groupe intermédiaire, 22 à 25 dans le bras pontage, 36 à 40, vous voyez qu'il y a une grosse différence dans la baseline des deux groupes, mais ça, on ne peut pas faire autrement. On parlait de volume, on ne parlait pas de fraction d'éjection. Si vous prenez votre plus gros groupe, 30 à 35, regardez la hausse de fraction d'éjection. 21 à 27, on dit, mon Dieu, ça marche le remodelage dans le gros ventricule en termes de volume. Ça marche aussi en termes de fraction d'éjection pour 6 points. Bien, regardez, ça marche pour 5 points également dans le bras pontage seul. Bref, on est capable d'améliorer non seulement le volume du ventricule, mais la dynamique du ventricule avec un pontage seul. C'est pour ça que cette étude-là demeure un peu... Fait que je vous résume, parce qu'il y a beaucoup de littérature. Cette étude-là, si vous pouvez prendre un chirurgien qui va vous dire que le pontage seul, c'est suffisant. Vous allez prendre un autre chirurgien qui va vous dire que le pontage avec le remodelage, c'est bien meilleur. On est capable de lui faire dire à peu près n'importe quoi parce qu'il y a trop de sous-groupes. Mais essentiellement, je pense qu'une slide comme celle-là représente beaucoup plus la vérité, où pontage avec remodelage versus pontage seul, il n'y a pas vraiment de différence significative. C'est probablement du cas par cas. Il y a probablement des patients qui répondent. J'en ai, moi, au moins 2 dans ma pratique qui ont subi la chirurgie de remodelage, qui est en insuffisance cardiaque réfractaire. Je suis convaincu qu'ils n'auraient pas sorti sans pontage. Malheureusement, bien entendu, comme je n'ai pas randomisé ces patients-là, on ne le saura jamais. Je vais vous passer ça parce que c'est... Puis là, je vous invite à lire le papier. Ce n'est pas fini tout ça. L'autre chose, bien entendu, qu'est-ce qui reste de l'étude Stitch? Le bras le plus intéressant. Ici, on compare 2 approches chirurgicales. Ce qu'on ne comparait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on devrait les envoyer au chirurgien ou continuer à les traiter avec nos bons médicaments. Donc, le bras de Stitch qui reste, c'est le bras chirurgical versus médical. Ça va être très intéressant. On va challenger le concept que ça prend absolument une chirurgie. Ça va être extrêmement intéressant. Donc, on en a parlé un tout petit peu. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même des devices qui sont coûteux. Quand moi et Michel, on était au congrès de la Société française, beaucoup plus de place au remplacement ventriculaire par pompe. Je pense que ça s'en vient également au Québec. Une étude que je vous rappelle qui a été publiée dans New England. Essentiellement, je vous rappelle ce que l'on tentait de différencier. C'est 2 modes d'assistance ventilatoire, un flot intermittent versus un flot continu. On pourrait dire, mon Dieu, qu'est-ce que cette différence-là pourrait bien faire chez mon patient? Donc, une étude randomisée. Je vous invite à lire le papier dans New England. Ce n'est pas une technologie qui est facile. Si vous regardez rapidement, je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière, parce que c'est quand même un tableau qui est petit, mais la difficulté d'utiliser cette pompe-là en termes d'effets secondaires, en termes d'événements cardiovasculaires, mais une étude, une slide, une étude qui a fait beaucoup de bruit.
Donc, vous avez ici la survie de votre patient. Je vous rappelle de regarder l'échelle du bas. Hein, ce n'est pas des années, c'est des mois, 6, 12, 18 et 24. C'est sûr que c'est des patients qui sont très malades. On ne s'étonne pas de les voir avec une mortalité élevée. Mais vous voyez que le flot continu, les pompes à flot continu sont plus efficaces que les pompes à flot pulsatiles pour maintenir la morbidité et la mortalité. C'est les premières de ces études-là, c'est intéressant. Mais donc, la technologie employée est peut-être importante. Le mode d'assistance est peut-être important aussi. Je ne suis pas convaincu qu'on a répondu à toutes ces questions-là. Donc, je vous rappelle, la survie libre d'ACV, de réopération, de réparation ou de remplacement du LVAD à 2 ans, c'est 46 dans le bras continu. Regardez, c'est 11 dans le bras pulsatile. C'est une technologie qui est quand même difficile, mais une technologie qui, heureusement, s'améliore rapidement.